À présent que vous avez correctement configuré votre graphique, vous avez le bon zoom, vous savez quelle échelle utiliser, l'échelle logarithmique et quelle représentation du prix utiliser, donc les chandeliers japonais, maintenant on va pouvoir enfin travailler directement sur le graphique de prix. Et donc pour cela, tout d'abord, nous allons voir ce que sont les supports et les résistances et surtout comment repérer des supports et des résistances pertinents. Alors tout d'abord, les supports et les résistances, c'est quoi? Eh bien, ce sont des niveaux qui vont bloquer le prix. Et donc, ces niveaux sont vraiment importants à connaître. Il faut savoir correctement les tracer. Pourquoi? Parce que si vous achetez et que vous achetez juste en dessous d'un niveau qui peut bloquer le prix, eh bien, ce n'est pas un bon point d'achat. Car ce niveau peut faire bloquer le prix et le prix peut redescendre. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir repérer correctement les supports et les résistances. Et une fois que vous les avez repérés, eh bien, vous devez les prendre en compte dans votre trading pour éviter que ces niveaux-là soient des obstacles à l'évolution du prix. Donc tout d'abord, on va commencer par repérer les supports pertinents. Donc pour repérer des supports pertinents, c'est très simple. Il faut savoir que la première étape, c'est déjà de les tracer de l'unité de temps la plus élevée, le weekly, on l'avait vu, le W1, vers l'unité de temps la plus courte, le H1. Alors, on les trace toujours de l'unité de temps la plus élevée vers l'unité de temps la plus courte. Souvenez-vous, parfois, je vous avais dit qu'il arrivait que certains graphiques n'avaient pas suffisamment d'historique sur l'unité de temps weekly. Eh bien, dans ce cas, c'est pas grave. Vous pouvez commencer directement avec l'unité de temps daily, donc l'unité de temps D1. Donc, vous pouvez passer du D1 vers le H4, vers le H1. Ou bien du weekly vers le daily, vers le H4, vers le H1. Retenez juste qu'il faut aller de l'unité de temps la plus élevée vers l'unité de temps la plus courte. Alors, pourquoi faire comme ça et pas l'inverse? Eh bien, c'est simple, tout simplement parce que les traders qui tradent uniquement sur les unités de temps les plus élevées, par exemple les investisseurs, eh bien, ils vont trader sur l'unité de temps weekly et daily et ils vont voir les supports et les résistances uniquement en weekly et en daily et non pas ceux par exemple en H4 ou en H1. Et les traders un peu plus moyen terme, eh bien, vous regardez l'unité de temps H4 et ceux plus court terme l'unité de temps H1. Donc, vous voyez que plus l'unité de temps est élevée et plus il y a de traders qui vont regarder cette unité de temps parce que le trader court terme, bien évidemment qu'il regarde les supports et les résistances H1, mais il regarde aussi les supports et les résistances H4, daily et weekly. Donc c'est vraiment important de commencer par les tracer de l'unité de temps la plus élevée à l'unité de temps la plus courte. Ainsi, vous allez commencer par tracer les supports et les résistances les plus pertinents pour aller vers ceux qui sont un peu moins pertinents. Donc retenez ça, on va commencer par le weekly en allant vers le H1. Deuxième étape, il faut que votre support ait au minimum 2 points de contact. Alors bien évidemment, plus il en a et plus ce support est fiable. Si vous trouvez des supports avec 5 points de contact, eh bien ils seront encore plus fiables qu'un support qui a seulement 2 ou 3 points de contact. Mais au minimum, il faut 2 points de contact. Un support avec un point de contact n'est pas un support. C'est tout simplement un creux sur lequel le prix a rebondi avant de repartir. Donc au minimum 2 points de contact, mais privilégiez les supports avec 3, 4, 5 points, voire plus de points de contact. Alors, il faut également savoir qu'un support va gagner en pertinence avec une unité de temps élevée. Donc, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Plus l'unité de temps est élevée et plus votre support est pertinent. Un support qui se trouve sur l'unité de temps daily est beaucoup plus pertinent. Il a beaucoup plus d'importance qu'un support qui se trouve sur l'unité de temps H1. Alors, qu'est-ce que je veux dire par pertinence? Eh bien, c'est simple. Si le prix baisse, le support daily est plus puissant, il peut faire rebondir le prix pour qu'il remonte. Alors que le support qui se trouve en H1, eh bien, il peut être facilement franchi, il a moins de probabilité de servir de support. Alors bien évidemment, un support c'est quoi? C'est tout simplement un niveau sur lequel le prix rebondit. On va voir ça dans quelques instants, vous allez le voir, on va passer sur des graphiques, ce sera beaucoup plus simple à visualiser. Donc les supports, c'est des niveaux sur lesquels le prix rebondit et les résistances, c'est des niveaux sur lesquels le prix rebondit mais par le haut, c'est un blocage. La résistance se situe au-dessus du prix et le support se situe en dessous du prix. Donc un support gagne également en pertinence avec une longueur importante. Plus le support est long, et plus il gagne en pertinence. Un support qui prend tout votre écran va être beaucoup plus pertinent qu'un support qui va par exemple se situer uniquement sur les 5 derniers pourcentages de votre écran, sur les dernières bougies. Également, un support va gagner en pertinence avec des points de contact équilibrés. Si un support a des points de contact avec une distance à peu près égale entre chaque point de contact, eh bien, il sera plus pertinent qu'un support qui a par exemple 3 points de contact qui sont collés, puis un dernier point de contact qui se balade beaucoup plus loin. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça sur un graphique directement.
Quatrième point, un support va gagner en pertinence avec un niveau qui faisait office de résistance auparavant. Ça, c'est vraiment très important, il faut le retenir, il faut le savoir. Si vous avez un niveau de prix, par exemple le niveau des 6 000 $ sur le prix du Bitcoin, qui a servi au préalable de niveau de support et maintenant est devenu niveau de résistance, eh bien ce sera un support qui sera encore plus pertinent qu'un autre support qui n'avait pas servi de résistance, d'accord? Donc un niveau peut servir à la fois de niveau de support et à la fois de niveau de résistance. Et donc un niveau qui a servi à la fois de support et de résistance est beaucoup plus pertinent que s'il n'avait servi que de support ou que de résistance. Alors en bas, je vous ai mis un exemple, le fameux support des 6 000 $ sur le prix du Bitcoin, sur le BTC USD. On va passer sur des graphiques dans quelques instants et donc vous allez retrouver ce fameux niveau de support. Un autre point, c'est qu'un support gagne en pertinence avec des rebonds qui ont une amplitude élevée. Plus le support donne des rebonds avec des amplitudes élevées, plus le support est pertinent. Pourquoi? Parce qu'un support qui donne un rebond avec une amplitude faible, eh bien ça veut dire que ce support n'est pas pertinent. Vous n'avez pas beaucoup d'acheteurs qui ont acheté sur ce support pour faire suffisamment remonter le prix. Alors que si le rebond est élevé, eh bien dans ce cas-là, cela signifie qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs sur ce support-là qui ont fait monter le prix. C'est simple à comprendre. Vous prenez par exemple un support qui est fait en mousse et un autre support qui est fait en acier. Eh bien évidemment que si vous lancez un ballon sur le support en acier, la balle va rebondir plus haute que si vous lancez le ballon sur le support en mousse. Et donc le support en mousse ne va pas être vraiment pertinent. Il va être franchi facilement car il est mou, alors que le support en acier va être beaucoup plus pertinent. Donc il faut vraiment garder cette image en tête. Plus le support est dur et plus il donne des rebonds qui ont une amplitude élevée, plus il sera difficile à franchir et donc ce sera un support qui gagne en importance également. Un autre point, c'est qu'un support gagne également en pertinence s'il se situe sur un niveau avec un nombre rond. On reprend le fameux exemple que je vous ai donné 2 lignes plus tôt, le support des 6 000 $. Eh bien, c'est un niveau qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui se situe sur une valeur ronde, la valeur des 6 000 $. Alors qu'un support qui se situe par exemple sur la valeur des 6 238 $ et 53 centimes, eh bien, il y aura moins d'importance car la valeur n'est pas ronde, elle n'est pas facile à retenir. Alors qu'avoir une valeur ronde, par exemple la valeur des 1 000 $, des 3 000, des 5 000 $, c'est plus facile pour tout le monde de retenir ce niveau-là et donc le support va gagner en importance car les personnes à ce moment-là, si le prix descend par exemple sur ce niveau, vont décider d'acheter, ce sera une valeur plus simple à retenir. Donc voilà concernant ces points pour le support qui gagne en pertinence, je vous invite à les retenir et à les apprendre par cœur. À chaque fois lorsque vous allez repérer un support et que vous allez devoir choisir si tel support ou pas est pertinent et lequel tracer, eh bien il vous suffit de vous référer à cette liste qui est exhaustive et ainsi vous allez pouvoir savoir si votre support est pertinent ou pas. Donc très rapidement, on va repasser sur les différents points. Il faut que votre support ait au minimum 2 points de contact, plus il en a mieux c'est. Un support est pertinent si l'unité de temps est élevée, si sa longueur est importante, s'il a des points de contact équilibrés, s'il a servi au préalable de résistance, s'il a des rebonds qui ont une amplitude élevée et enfin s'il se situe sur un niveau avec un nombre rond. Alors attention à ne pas trop en tracer, au risque de rendre votre graphique complètement illisible et de vous retrouver paralysé dans vos prises de décision. Pourquoi? Parce que si vous tracez plein de supports sur votre graphique, eh bien à chaque fois que vous allez vouloir par exemple vendre, shorter du Bitcoin, donc ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas encore ce mot-là, on va le voir très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez vendre à découvert du Bitcoin, eh bien il faudra faire attention au support qui se trouve en dessous. Mais si vous avez franchi un support et que vous en avez tracé trop, eh bien vous allez vous retrouver sur un autre support et donc vous allez vous retrouver paralysé car vous allez attendre qu'il soit franchi. Mais lorsqu'il est franchi, vous allez encore en avoir un autre, etc., etc. Et donc, vous n'allez jamais entrer en position. Donc, attention à ne pas tracer trop de supports. Tracez vraiment uniquement les supports pertinents. Et donc, pour connaître quels sont les supports pertinents, je vous invite à revoir la liste donnée sur le point numéro 3. Donc voilà un schéma représentant une droite de support. Donc vous voyez la courbe de prix, donc c'est la droite blanche. Vous voyez à quel point elle oscille et à chaque fois elle bloque sur un même niveau. Elle n'arrive pas à aller en dessous du niveau matérialisé par cette droite verte. Donc vous voyez, c'est une droite qui supporte le prix. C'est une droite de support. Cette droite de support, vous le constatez, elle a 3 points de contact. Pourquoi? Parce que le prix l'a testé à 3 reprises. Une première fois, une seconde fois et une troisième fois. Donc cette droite est une droite pertinente. Pourquoi c'est une droite de support pertinente? Parce que vous voyez déjà que la longueur est importante, elle est quand même longue, ce n'est pas une droite qui se situe sur une toute petite portion de la courbe. Vous avez également des points de contact qui sont équilibrés, vous le voyez ici, la distance entre ce point et ce point est à peu près égale à celle entre ce point et ce point, qui est à peu près égale à celle entre ce point et ce point. Vous voyez que les 3 distances ici sont à peu près égales, donc les points de contact sont équilibrés. Alors ici, on ne voit pas, on n'a pas suffisamment d'historique pour savoir si le niveau faisait office de résistance auparavant, mais par contre, on voit que les rebonds ont une amplitude élevée.
vous voyez ici que lorsque le prix rebondit, il ne rebondit pas jusque-là avant de redescendre, il rebondit quand même jusqu'au précédent sommet. Et pareil, juste après, il rebondit jusqu'au précédent sommet. Donc les rebonds ont une amplitude relativement élevée. Alors concernant le dernier point, le niveau sur le nombre rond, là pour le coup, on ne peut pas le savoir tout simplement parce que c'est un schéma. Alors il faut également savoir que si le prix ne rebondit pas sur un niveau précis, on peut également représenter le support par une zone de prix. Parce que le prix ne va jamais rebondir toujours pile poil sur le niveau des 6 000 $. Des fois, il rebondira sur le niveau des 6 003 $, des fois 5 998, des fois 6 002 $. Vous voyez, vous avez une petite marge de manœuvre, mais dans l'ensemble, ça reste la valeur ronde des 6 000 $. Mais bien évidemment, on n'a jamais toujours pile poil le nombre rond, c'est toujours à un niveau à peu près. Donc dans ces cas-là, si vous voyez que le niveau n'est pas précis, car cela peut arriver, eh bien vous pouvez représenter le support non pas par une droite comme ici, mais par une zone de prix, c'est-à-dire par un rectangle allant par exemple du niveau des 5 998 aux 6 002 $. Donc vous voyez, vous avez une différence de 4 $ et non plus 0 $, comme pour le support des 6 000 $. Donc voilà concernant déjà la partie sur les supports et comment repérer des supports pertinents. Retenez bien que les supports soutiennent le prix pour l'empêcher de descendre plus bas. Ça sera plus simple pour vous pour retenir cette définition et ne pas confondre support avec résistance. Et les supports, eh bien, ils supportent le prix, ils soutiennent le prix pour l'empêcher de descendre plus bas. Alors, à contrario, une résistance va faire résistance au prix, c'est-à-dire qu'elle va empêcher le prix d'aller plus haut. D'accord? Donc ici, si on devait dessiner une résistance, on la dessinerait ici, donc sur le niveau en haut de ces oscillations qui bloquent le prix. Et ça serait donc une résistance avec cette fois-ci 4 points de contact, donc un premier, un second, un troisième et un quatrième. Alors les droites de support, on les trace en vert. Vous le voyez, hein, le mot support est écrit en vert. Les droites de support sont toujours tracées de couleur verte et les droites de résistance toujours en rouge. Donc ça paraît à retenir, la résistance en rouge et le support en vert. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez sur un support, eh bien c'est un potentiel point de rebond et donc le vert c'est pour en acheter et viser le niveau haut. Alors que la résistance c'est en rouge parce que lorsque le prix arrive sur une résistance, eh bien l'objectif c'est de vendre à ce moment-là. Donc la vente c'est de couleur rouge et donc vous vendez à ce moment-là. Maintenant que vous savez comment tracer des supports pertinents, on va faire très rapidement la même chose mais avec les résistances. Alors vous en doutez, c'est la même chose, il y a juste une certaine symétrie à adopter. Donc on va pareil les tracer de l'UT la plus élevée vers l'UT la plus courte, avec toujours au minimum 2 points de contact. Plus la résistance en aura et plus elle sera fiable. Une résistance va également gagner en pertinence, tout comme avec les supports avec une unité de temps élevée, une longueur importante, des points de contact équilibrés, un niveau qui cette fois-ci faisait office de support auparavant et non pas de résistance, donc de support auparavant, un niveau avec un nombre rond et enfin avec des rebonds qui ont une amplitude élevée. Donc pareil, attention à ne pas tracer trop de résistance au risque de rendre votre graphique illisible et de vous retrouver paralysé dans vos prises de décision. Vous allez le voir dans quelques instants pourquoi à chaque fois je parle de ce point-là, vous allez le voir directement sur un graphique. Si le prix ne rebondit pas sur un niveau précis, bien cette fois-ci aussi, vous pouvez la représenter, donc représenter la résistance par une zone de prix. Donc vous le voyez ici sur ce schéma, vous avez une droite de résistance avec 3 points de contact. Alors les résistances, cette fois-ci, elles vont faire office de résistance au prix pour l'empêcher de monter plus haut. Donc vous voyez, c'est assez simple, une fois que vous avez compris la logique avec les supports, et bien pour la résistance, c'est la même chose, il faut juste penser que la résistance est au-dessus et le support est en dessous du prix. Donc passons maintenant à des exemples. Donc vous voyez ici un premier exemple sur le graphique du Bitcoin. On voit que le graphique est très clairement surchargé en support et en résistance. Vous voyez ici, il y en a beaucoup trop. Hein. C'est illisible sur cette unité de temps. Par exemple, supposons que le prix se trouve ici et que vous avez franchi cette résistance-là. Et bien lorsque vous allez monter, vous allez vous retrouver en dessous d'une autre résistance. Donc vous allez vous retrouver paralysé, donc vous n'allez pas acheter. Et lorsque vous allez franchir cette résistance, et bien pareil, vous avez une autre résistance juste au-dessus, donc vous allez vous retrouver paralysé, etc., etc. Donc vous voyez, là, vous en avez très clairement beaucoup trop. Alors en général, retenez que par unité de temps, c'est bien de tracer entre 3 et 5 supports résistances. En dessous de 3, c'est que vous en avez probablement pas assez. Au-dessus de 5, c'est que vous en avez beaucoup trop. Donc entre 3 et 5, c'est vraiment la règle. Là, sur ce schéma, eh bien, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 supports résistance. C'est énormissime. C'est beaucoup trop. Donc voilà pour les supports et résistances. N'en tracez pas trop
non plus, entre 3 et 5, c'est à peu près la règle à retenir. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va faire quelques exercices juste à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous voyez, vous avez un nouveau graphique devant vous avec cette fois-ci le bon nombre de supports et de résistances. Vous voyez que sur cette unité de temps, vous en avez 4. Donc, ça correspond bien à la règle que je vous ai dit, entre 3 et 5 par unité de temps. Donc là, vous en avez 4, c'est très bien. Alors, comment ont été tracés ces supports et ces résistances? Eh bien, vous le voyez ici, vous tracez votre support en vert. Pourquoi? Parce qu'il se situe en dessous du prix, c'est un niveau de support. Et donc, il a été tracé avec ici un premier niveau, ici un deuxième niveau sur lequel le prix a à nouveau bloqué une deuxième fois, le prix est monté et a tapé ici une troisième fois une mèche, cette fois-ci en tant que support et non pas résistance. Donc ici, le niveau faisait office de résistance, ici une deuxième fois résistance, mais le prix est monté et l'a testé en support. Donc vous voyez que ce niveau-là correspond bien à la règle qu'on avait dit auparavant, qu'il gagne en pertinence si le support a été testé en résistance auparavant. Ce qui a été le cas, ce support-là, sur lequel le prix peut rebondir, eh bien, a été testé auparavant en tant que résistance. Et également, ce niveau se situe sur une valeur ronde, la valeur des 3000 $. Alors ici, on ne le voit pas très bien sur cette échelle logarithmique, mais il se situe sur la valeur ronde des 3000 $. Donc le support gagne encore plus en pertinence. Donc vous voyez, vous avez différents critères à respecter. Ça ne sert à rien de vouloir respecter tous les critères car ça va arriver très rarement. Le but, c'est d'en respecter un maximum. Et donc, si vous avez plusieurs supports ou résistances, de les sélectionner en fonction des critères. Donc ici, vous voyez, vous avez un deuxième niveau. Donc ici, c'est un niveau de support qui a été testé une fois ici, une seconde fois, une troisième fois, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, etc., etc. Donc vous voyez ici, c'est vraiment un niveau qui est très puissant. Il se situe justement sur la valeur ronde des 6000 $. Alors là, encore une fois, on ne le voit pas très bien avec l'échelle logarithmique, surtout que je suis sur une unité de temps élevée. Mais ici, vous voyez, on a notre fameux support sur le niveau des 6000 $. Donc parfois, si vous n'avez pas suffisamment d'historique sur l'unité de temps weekly, vous pouvez exceptionnellement basculer sur l'unité de temps daily 3, donc 3D, D3. Là, par exemple, nous sommes en 3D, vous le voyez ici, donc nous ne sommes pas sur une unité de temps weekly, mais ça c'est uniquement si vous n'avez pas suffisamment d'historique sur le weekly. Si vous en avez suffisamment, vous pouvez rester sur le weekly. Donc vous voyez ce niveau de support, eh bien il était franchi par le bas, et comme c'est un niveau qui était vraiment important, qui a été testé beaucoup plus que 2 fois, regardez, il a été vraiment marquant, eh bien lorsque le prix a cassé ce support, eh bien ça n'a pas manqué, il a perdu 50% de sa valeur, il est descendu du niveau des 6000 $, direction le niveau des 3000 $ en l'espace de seulement quelques jours. Donc vous voyez, plus le support est pertinent ou la résistance est pertinente, et plus également le mouvement après qui s'en suivra sera puissant. Donc j'insiste sur ce point, c'est cette méthode qu'il faut utiliser pour repérer les supports et les résistances pertinents. Donc ici, vous pouvez tracer un autre niveau de résistance, donc sur le niveau des 10 000 $, parce que déjà c'est une valeur ronde, et vous voyez que ce niveau a déjà été testé à plusieurs reprises. Ici une première fois avec ces mèches là, ici une deuxième fois, et ici une troisième fois en tant que support et non plus résistance. Donc c'est encore un niveau qui gagne en pertinence. Et enfin, vous avez ce dernier niveau qui a été testé une fois en tant que support, puis ici vous voyez une zone de congestion sur laquelle le prix a hésité, et ici à 2 reprises en tant que résistance. Donc c'est la valeur ronde des 12 000 $. Donc vous voyez, vous avez une valeur ronde des 12 000 $ avec un niveau de résistance qui a servi de support au préalable et qui prend l'écran, qui prend une longueur importante. Ça également, ça faisait partie d'un des critères. Regardez, ce support-là, par exemple, est beaucoup plus important que le support d'en dessous. Pourquoi? Parce que ce support-là a été testé beaucoup plus de fois, et en plus de ça, il englobe pas mal de bougies. Il commence ici pour aller là, donc il prend plus de la moitié de l'écran. Alors que celui-là, finalement, il ne prend que cette partie de l'écran, parce que pour le moment, vous le voyez, le prix n'a pas encore tapé dessus. Donc en fait, ce support-là, eh bien, il ne prend que cet écran-là. Et également, les points de contact ne sont pas bien équilibrés, parce que vous voyez ici que le prix a testé pas mal de fois ce niveau, puis il est monté violemment. Et ici, s'il revient le retester, eh bien, vous avez un énorme écart ici. Alors que le niveau des 6000 $, vous voyez que la distance ici est à peu près égale à ici, qui est à peu près égale à ici, etc., etc. Donc là, ça diminue de plus en plus parce que l'amplitude, la volatilité diminue. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo, les conséquences de la volatilité. Donc maintenant, concernant les couleurs, vous voyez que le niveau le plus bas est en vert, le niveau le plus haut est en rouge. Maintenant, si vous avez uniquement 2 supports ou 2 résistances, vous pouvez les tracer en vert ou en rouge. Maintenant, si vous en avez un petit peu plus comme ici, vous avez le droit de faire une petite nuance de couleur entre le vert et le rouge. Par exemple ici, avec un niveau entre le support et la résistance qu'on appelle également niveau pivot. Donc vous pouvez le tracer en jaune, et par exemple celui-là, vous pouvez le tracer en orange. Donc ça vous de voir. Ou par exemple, vous pouvez également ces deux-là, ces deux niveaux de résistance, les tracer toutes les deux en rouge avec 2 nuances de rouge différentes. Celui-là par exemple en rouge et celui-là en rouge un peu plus clair. Donc ça vous de voir au niveau des couleurs. Mais gardez en tête que les résistances, ça a une couleur rouge et les supports, ça a une couleur verte.
On va maintenant passer à un exercice directement. Je vais vous montrer comment faire pour tracer les supports et les résistances sur le Bitcoin en unité de temps weekly. Donc là, souvenez-vous, un support ou une résistance, on les trace de l'UT la plus élevée à l'UT la plus courte. Alors bien évidemment, vous n'allez pas vous amuser à tracer d'abord les résistances, puis après les supports. Non, les supports et les résistances, vous les devez les tracer en même temps, par exemple sur l'unité de temps weekly, puis après vous passez sur l'unité de temps daily et vous tracez vos supports et résistances, puis vous passez sur l'unité de temps H4, vos supports et résistances. Ne faites pas tous les supports d'un coup, puis après, vous revenez sur le weekly pour tracer vos résistances. Ça n'a aucun sens, hein. Donc, tracez bien vos supports et vos résistances en même temps. Donc là, vous voyez, je suis donc sur le graphique du Bitcoin en unité de temps weekly et je vais tout simplement commencer par tracer mes niveaux de support et de résistance. Donc, vous voyez donc ici, le prix est monté. Maintenant, le prix redescend. Donc, il suffit pour tracer les supports et les résistances de suivre le mouvement du prix. Là, le prix descend et vous voyez, il tape une première fois, il bute sur ce niveau-là. Il remonte, il rebute. Donc ici, il y a une fausse mèche. Lorsque vous allez avoir des grosses mèches vraiment élevées comme ça, ne les prenez pas en compte. Des fois, ce sont des mèches qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc ça va dépendre des exchanges. Mais lorsque vous avez vraiment des mèches comme ça choquantes sur certains graphiques, ne les prenez pas en compte. Donc là, on ne va pas les prendre en compte. Donc on voit que le prix descend. Sur cette mèche-là, il rebute à peu près au même niveau qu'avant. Là, il remonte et là, le prix rebute sur le même niveau. Donc, vous voyez que ce support-là, il commence à être important. Ça fait 3 fois qu'il a été testé, hein. Donc, c'est une zone de prix, bien évidemment. Là, le prix remonte, il revient, il redescend. Donc là, il franchit ce support-là. Donc, regardez, je vais pouvoir le dessiner. Donc, je vais volontairement prolonger. Donc, étant donné que c'est un support, je vais le tracer de couleur verte. Donc, je vais les ajuster juste après, ne vous inquiétez pas. Donc là, on voit bien que le prix a buté sur ce support-là. Donc, il est remonté, il est redescendu. Et vous voyez que lorsque le prix redescend, il vient retester ici le support qu'il avait franchi en tant que résistance. Donc ça arrive très souvent que le prix reteste un niveau de support ou de résistance. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. C'est ce qu'on appelle soit un pullback, soit un throwback. Donc ça, lorsque ça va se produire, ça va augmenter votre taux de réussite et ça va également vous donner un meilleur point d'entrée pour votre trade. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça, on va le voir un peu plus tard dans ce module. Donc retenez juste que lorsque vous franchissez un support ou une résistance, eh bien, il arrive que le prix aille retester ce niveau de support ou de résistance en tant que, s'il a été support, il va le retester en tant que résistance, et s'il a été résistance, il va le retester en tant que support. Et donc, lorsque cela se produit, ça permet au support ou à la résistance de gagner encore plus en pertinence. Donc ça, c'était l'un des critères qu'on avait vu dans les diapos précédemment. Donc là, le prix reteste ce support en tant que résistance, il descend ici, il bute sur ce niveau. Il remonte, il rebute sur un autre niveau quasiment similaire à celui-là. Il remonte un petit peu, il rebute à peu près sur le même niveau, et il remonte, et là, le prix s'arrête, regardez, sur le même niveau qu'ici. Donc là, on peut très clairement tracer un niveau de résistance ici, donc vous le voyez. Et finalement, ce niveau que je viens de tracer en tant que résistance, si je le prolonge un peu dans le passé, eh bien on constate que c'est justement un niveau qui avait déjà servi de support au prix. Vous le voyez ici, le prix a buté une fois ici, en tant que support, une deuxième fois en tant que support, l'a franchi par le bas, l'a retesté en tant que résistance une fois, puis ici, une deuxième fois. Et lorsque le prix franchit cette résistance, il vient retester ce niveau-là en tant que support. Donc vous voyez là, les deux niveaux que j'ai tracés, c'est vraiment des niveaux vraiment importants. Donc là, je vais tout simplement faire passer ce niveau-là qui maintenant est devenu résistance parce que le prix est en dessous, et ce niveau-là qui est également une résistance. Alors vos niveaux de support et résistance, bien évidemment, ils changent de couleur en fonction de si le prix se situe en dessous ou au-dessus au moment où vous analysez vos graphiques. Donc pour le moment, je vais les mettre en rouge, mais en fait, étant donné que le prix se situe déjà là, vous n'avez pas besoin de retracer ces supports et résistances qui sont déjà bien en dessous du prix. Moi, je vous le fais vraiment pour l'exemple pour que vous puissiez comprendre comment on trace les supports et les résistances. Mais vous n'allez absolument pas avoir besoin. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les supports et résistances à proximité du prix où il se trouve actuellement et non pas là où se trouvait le prix il y a quelques années. Ça va absolument pas nous intéresser. Donc, on peut également tracer un autre niveau ici de support, vous le voyez. Et donc ça, encore une fois, c'est vraiment un niveau de support pertinent. Pourquoi? Parce que le prix l'a testé une première fois, une seconde fois, une troisième fois et enfin une quatrième fois. Donc là, on peut tracer ce niveau donc en vert étant donné que le prix n'a jamais clôturé en dessous de ce niveau-là, de ce niveau de support. Donc vous voyez que finalement, rien qu'avec ces trois niveaux, eh bien, on a finalement cadré le prix durant l'année 2014 à l'année 2016. Durant en fait ces 2 années, eh bien, le prix était complètement cadré. Donc là, je vais tout simplement repasser ce niveau pivot en couleur jaune tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'il est passé en couleur jaune, on voit très clairement notre niveau de support, notre niveau de résistance et notre zone pivot. Donc là, le prix a rebondi sur ce niveau-là. Il est monté, il a rebondi sur ce niveau, puis il est monté
il a buté sur le niveau rouge, puis le niveau jaune, puis le niveau rouge, puis le niveau vert, puis le jaune, puis le vert, puis le jaune, puis le vert, puis le rouge, etc. Donc vous voyez, c'est comme ça que vous savez si vous avez tracé des supports et des résistances pertinents. Parce que si le prix bute sur des niveaux que vous n'avez pas tracés, c'est que vous n'avez pas tracé des supports et des résistances qui sont intéressants. Par contre, là, vous voyez qu'à chaque fois que le prix bute sur un niveau, eh bien, il bute sur l'un des 3 niveaux que j'ai tracés. Donc c'est vraiment des niveaux qui sont importants. On va maintenant poursuivre l'analyse du Bitcoin une fois que le prix donc a franchi ce niveau-là. Donc lorsque le prix a franchi ce niveau-là, eh bien on obtient un signal d'achat. Donc ce signal d'achat, vous ne le voyez pas encore. Vous allez le comprendre un peu plus tard dans la formation, mais là en fait ce qu'on voit, c'est tout simplement un triangle rectangle. Donc vous le voyez ici avec cette droite rouge et cette droite verte. Sur la cassure en fait de la résistance rouge qu'on avait ici, le prix a franchi la résistance, nous a dessiné un triangle magnifique et ici un signal d'achat sur cette bougie. Donc ici on avait obtenu un signal d'achat et vous voyez la hausse qui s'en est en suivi. Donc là pour le moment on ne les a pas encore vus les signaux d'achat, donc vous pouvez oublier cet exemple. Mais comme je vous l'ai dit, étant donné que vous allez revoir cette formation une deuxième fois, eh bien ça vous permettra de voir directement le signal d'achat qu'on a obtenu donc ici sur cette bougie en mai 2016. Donc ici je vais les effacer à nouveau ces deux droites là matérialisant le signal d'achat et donc on va poursuivre en traçant nos supports et nos résistances. Donc là le prix monte, vous voyez il dessine un sommet, il bute ici. Est-ce que ce sommet là, eh bien il correspond à un précédent niveau? Eh bien non, pas vraiment, donc on ne va pas le tracer, on ne va pas le prendre en compte. Donc ici on descend un petit peu, est-ce que le prix eh bien, a déjà buté sur ce niveau? Pas vraiment non plus. Là il remonte, donc là vous voyez le prix, eh bien il n'a jamais buté sur ce niveau-là. Par contre sur ce niveau-là, oui, vous voyez que le prix avait déjà buté sur ces mèches-là à proximité de ce niveau, donc aux alentours des 1200 $. Donc on va se permettre d'en tracer une zone de résistance. Donc vous le voyez ici, cette zone de résistance que je vais mettre en couleur rouge, eh bien, le prix avait déjà buté ici une première fois. Et là vous voyez, vous avez une mèche ici et ici le prix est monté légèrement et a rebuté sur ce niveau. Donc ce niveau des 1200 $, environ des 1150 $ exactement, eh bien c'est un niveau qui est important. Donc vous voyez finalement on ne peut pas toujours tracer des droites. Des fois on peut tracer uniquement des droites pour les supports si ça se trouve sur un niveau précis, comme par exemple ici on aurait pu tracer une droite, vous voyez, mais parfois c'est beaucoup plus intéressant de tracer une zone de prix. Alors évidemment la zone de prix il faut qu'elle soit mince, il ne faut pas qu'elle soit énorme, parce que des fois j'en vois certains tracer des zones de prix, et j'abuse un petit peu, mais comme ça en fait. Là j'en vois beaucoup tracer des zones de prix comme ça. Et pourquoi c'est inintéressant de tracer des zones de prix comme ça? Parce que lorsque le prix eh bien, ici arrivera sur la zone de résistance, eh bien, vous n'allez pouvoir rien faire car il se trouve sous résistance. Lorsqu'il est ici, vous n'allez pouvoir absolument rien faire car il se trouve sous résistance et finalement vous allez pouvoir trader uniquement ici. Donc finalement entre le niveau des 1000 $ et le niveau des 1700 $, le prix a pris 70% et vous n'avez absolument plus rien faire parce que votre niveau de résistance ou de support a été beaucoup trop large. Donc tracez vraiment des niveaux aussi fins que possible. Alors pas trop fins non plus évidemment, mais aussi fin que possible, comme par exemple ici, d'accord? Comme vous le voyez en fait dans cet exercice que je vous montre directement. Donc là, vous voyez, on a un nouveau niveau de résistance, le prix monte, donc là, eh bien, on n'a pas d'historique de prix, le prix n'est jamais venu tester ce niveau-là, mais on voit qu'il bute sur ce niveau. Alors ce niveau, eh bien, ça tombe bien, regardez, à droite, c'est la valeur ronde, à peu près, hein, la valeur ronde des 3000 $. Donc le prix a buté une première fois ici, puis il est remonté, il est redescendu, et il s'arrête comme par hasard à nouveau là où il avait buté. Alors ce niveau qui était avant résistance est devenu support et en plus c'est une valeur ronde. Donc on peut se permettre de tracer ici un niveau de support au prix. Alors pourquoi niveau de support? Parce que le prix ici est venu le retester en tant que support. Puis le prix est monté et ici il est redescendu, tapé une première fois, il est monté une deuxième fois ici, une troisième fois et là vous voyez qu'il bute sur ce niveau, il n'arrive pas à franchir par le bas ce niveau. Donc c'est notre fameux niveau qu'on avait vu tout à l'heure dans l'exemple, c'est le niveau des 6000 $ sur le prix du Bitcoin. Donc on va tracer ici un niveau de support au prix, donc vous le voyez ici. Alors je vais l'ajuster un petit peu plus en haut pour prendre en compte eh bien, le corps des bougies. Donc là, vous voyez, vous avez votre niveau de support qui est dessiné. Et là, le prix a franchi ce niveau de support. Et donc vous le voyez, étant donné qu'ici, vous n'avez rien tracé des 6000 à 3000 $, eh bien, lorsque le prix franchit ce niveau des 6000 $, vous pouvez directement viser le prochain support. Alors que si vous aviez tracé trop de support et de résistance, par exemple celui-là qui est un peu moins utile, celui-là sur le niveau des 4600 $, alors pour le moment, il est un peu moins utile, mais vous allez comprendre après pourquoi finalement il est intéressant, mais pour le moment il est inutile puisqu'on se trouve sur l'unité de temps weekly. Et eh bien si ici vous aviez vendu, et eh bien vous auriez été bloqué directement ici, vous auriez coupé votre position et c'est dommage parce que le prix est descendu beaucoup plus bas. Donc attention à ne pas trop en tracer. Donc maintenant qu'on a tracé nos différents niveaux de support et de résistance, on va essayer de nettoyer un petit peu nos tracés. Donc vous voyez tous ces niveaux qu'on a tracés avant en bas sont inutiles, ils sont beaucoup trop loin du prix, on les retracera plus tard si le prix descend. Nous ce qui va nous intéresser ce sont surtout les niveaux qui sont proches du prix, donc tout ce qui se situe
situe à proximité là. Donc on va juste se permettre de zoomer un petit peu sur le graphique et donc on va ajuster nos différents niveaux de support et de résistance qu'on avait tracés au préalable. Donc on avait ce niveau ici de support sur les 3000 $, on ne va pas le changer, il est toujours d'actualité. On a ce niveau ici de résistance, donc des 6000 $, pareil, il est toujours d'actualité, donc on va le laisser en rouge pour le moment. Et on a un autre niveau, donc là vous le voyez, le prix ne parvient pas à franchir ce niveau des 4200 $. Il a buté une première fois, une seconde fois, une troisième fois, donc on va le tracer tout simplement ici. Alors est-ce que c'est un niveau qui avait déjà servi au préalable? Eh bien ici on ne le voit pas vraiment, étant donné qu'on est sur l'unité de temps weekly, on n'arrive pas à vraiment voir si ce niveau a servi de résistance ou de support. On va pouvoir l'affiner un peu plus tard en passant sur des unités de temps un peu plus courtes. Donc ici on va tout simplement se contenter de le tracer comme ça, donc ce fameux niveau pivot, ce niveau de résistance, donc on peut tracer soit en rouge ou bien en jaune, étant donné qu'il se trouve donc entre le support et la résistance. Et donc vous voyez qu'il se trouve vraiment à équidistance entre le support et la résistance. Ici on a la même distance, et donc voilà, là on a tracé trois niveaux, trois supports ou résistances sur l'unité de temps weekly qui permettent vraiment de cadrer le prix. Là on sait que si le prix franchit par le haut le niveau des 4200 $, eh bien l'objectif dans un premier temps serait d'aller rejoindre le niveau des 6000 $. Voilà, là on ne peut absolument pas faire plus simple. Souvenez-vous, l'unité de temps weekly, c'est uniquement pour connaître le sens de la tendance de fond. Maintenant, ce n'est pas ça qui va vous permettre d'acheter. Ici, si vous voulez acheter cette cassure, eh bien, il vous faut une vision de sniper. Et la vision de sniper, on les observe sur les petites unités de temps, en particulier l'unité de temps H1, voire l'unité de temps H4. Donc, pour le moment, l'unité de temps weekly ne permet uniquement que de tracer les supports et les résistances et de connaître la tendance de fond. Ici, on devine que la tendance de fond sur le Bitcoin, eh bien, elle est baissière. Vous voyez ici, les sommets et les creux sont tous de plus en plus bas. Elle est baissière donc depuis plusieurs mois, mais depuis quelques semaines, on semble observer un retournement de tendance. Pourquoi? Parce que le prix cette fois-ci s'est stabilisé et il dessine un creux ici qui est plus haut que le précédent, contrairement à ce qu'on avait ici. Ici, on avait une stabilisation certes, mais les sommets étaient de plus en plus bas. Donc ça présageait ici une cassure. Pourquoi? Parce que statistiquement, ce type de figure a plus de probabilité de casser par le bas, mais ça c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans ce module 1. Par contre, ici, c'est l'inverse. Ici, on a une figure de stabilisation. Vous voyez que c'est l'opposé de celle-ci, mais les creux sont de plus en plus hauts et donc on bute sur ce niveau. Donc, statistiquement, on a plus de chances. Alors, attention, statistiquement, ça ne veut pas dire 100%. C'est-à-dire plus de chances. Ça veut dire 80, ça veut dire 90, ça veut dire 95, mais ça ne veut absolument pas dire 100%. Mais ici, on a statistiquement plus de chances de franchir par le haut ce niveau-là, d'autant plus que les creux sont de plus en plus hauts. Mais attention, on n'est pas encore en tendance haussière. D'après la théorie de dos, la tendance haussière, c'est des sommets et des creux de plus en plus haut. Alors là, on a bien les creux de plus en plus haut, mais pas encore les sommets. Pour avoir les sommets, eh bien, il faudra tout simplement ici franchir ce niveau-là et donc clôturer ici. Donc voilà, concernant cette analyse sur l'unité de temps weekly, finalement, c'était assez simple. C'est simple de tracer les supports et résistances, c'est vraiment pas le plus compliqué. Et l'avantage sur l'unité de temps weekly, c'est qu'une bougie représente une semaine. Donc une fois que vous avez tracé ces niveaux, vous êtes tranquille sur l'unité de temps weekly pendant quelques semaines. Vous voyez que ces niveaux, par exemple, ils peuvent être valables même si on arrive ici. Donc vous voyez ici c'est le 3 juin, donc autant dire que c'est dans plusieurs mois, on a le temps avant de remettre à jour ces tracés en weekly. Par contre les tracés daily vont se remettre à jour un peu plus souvent. En gros les tracés weekly vous pouvez les mettre à jour une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Les tracés daily, eh bien une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Les tracés H4, eh bien une fois tous les jours environ. Et les tracés H1, eh bien il faut constamment les mettre à jour plusieurs fois par jour parfois. Donc voilà déjà par rapport à l'unité de temps weekly. Maintenant on va passer sur l'unité de temps daily, mais on va s'assurer tout d'abord que ces supports et ces résistances seront visibles en daily. Donc pour cela, il vous faut double-cliquer ici. Lorsque vous double-cliquez, vous avez ici visibilité et donc vous pouvez choisir les unités de temps sur lesquelles vont apparaître vos tracés. Donc nous, on est sur la semaine, donc on veut que ça apparaisse sur la semaine, et également sur l'unité de temps daily. Mais comme on traite aussi sur l'unité de temps H1 et H4, eh bien on va cocher cette case H1 et donc on va mettre le curseur donc jusqu'à H4 parce qu'on veut le H4, voire même au maximum si vous voulez, ça ne change absolument rien. Donc là, on l'a fait pour la première résistance, on va le faire pour ce niveau pivot, et bien ici on va cocher la case, et enfin on va également le faire pour le support. Ça nous permettra de nous assurer que sur les unités de temps inférieures, et bien on verra toujours ces tracés. Donc on va maintenant basculer sur l'unité de temps daily. Voilà, nous sommes maintenant sur l'unité de temps daily, donc regardez, on retrouve nos fameux tracés qu'on avait fait sur l'unité de temps supérieure. Alors n'oubliez pas la règle, ici je ne peux pas tracer des supports et des résistances actuellement. Pourquoi? Parce que le niveau de zoom est incorrect. Il faut que le niveau de zoom soit correct. C'est ce qu'on avait eu en weekly. Là c'est beaucoup trop
faut dézoomer, hein. Ça ne sert à rien de dézoomer autant. Donc on va tout simplement zoomer un petit peu plus pour avoir des tracés à peu près réalistes. Donc souvenez-vous, il y avait cette petite astuce de cliquer sur le bouton 1Y et donc vous voyez qu'on a l'ajustement qui se fait ici automatiquement. Donc là, dans cette première partie, on trace uniquement les supports et les résistances. Évidemment que les traders n'utilisent pas que des supports et des résistances, ils utilisent aussi des indicateurs techniques et des droits de tendance. Mais ça, ne vous inquiétez pas, encore une fois, eh bien, on les verra en temps et en heure. On va essayer d'aller vraiment étape par étape. Donc là, on va zoomer un petit peu sur notre graphique et on retrouve donc notre fameuse zone pivot ici qui a été testée plusieurs fois. Vous le voyez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et actuellement 6 fois. Donc vous voyez, c'est vraiment une zone qui est importante. Et ici, pareil, on retrouve notre zone de support, donc une fois, deux fois, trois fois, donc qui a été testée plusieurs fois. Donc on retrouve en fait finalement le fait que les supports et les résistances qu'on avait tracés en weekly, eh bien, ils sont également pertinents sur l'unité de temps daily. Alors maintenant, on va zoomer davantage et nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est surtout cette partie-là. C'est là où le prix se situe actuellement. Et donc, tout simplement, si le prix casse à la hausse, eh bien, ce niveau de zone pivot, on n'a pas de résistance à tracer. Pourquoi? Parce que regardez, le prix ici est descendu en ligne droite. Il n'a pas fait de vague, il n'a pas fait de sommet ou de creux. Donc ici, on ne peut pas rajouter exceptionnellement de support ou de résistance. S'il en avait fait, eh bien, on aurait pu, par exemple, ici tracer une zone qui aurait pu faire résistance au prix. Actuellement, c'est absolument pas ce qu'on a. Donc, il est fort probable que si le prix casse ce niveau-là, eh bien, il ira directement au niveau des 6000 $. Par contre, si le prix ici décide de buter à nouveau sur le niveau des 4200 $ et il décide de redescendre, eh bien, on peut tracer des zones sur lesquelles le prix peut rebondir. Donc vous voyez par exemple, vous avez cette première zone ici, cette zone où le prix donc a rebondi une fois et est remonté, il est descendu, il a retesté en tant que résistance et ici à nouveau en tant que support, ici en tant que résistance. Donc je vais tout simplement la tracer pour que vous puissiez la visualiser correctement. Donc vous voyez ici, donc je vais tout simplement la laisser en vert étant donné que c'est une zone de support. Le prix l'a testé une première fois en tant que support, puis en tant que résistance, donc là on gagne en pertinence, puis en tant que support. Donc vous voyez ici on a à peu près la même distance, donc on a vraiment des rebonds à peu près situés à la même distance, donc des rebonds qui donnent vraiment de l'importance à cette droite-là. Et également ce qu'on constate, c'est que les rebonds sont quand même puissants, car lorsque le prix rebondit ici, eh bien, il va chercher la résistance. Ici, lorsque le prix a rebondi, il va chercher la résistance. Et ici, lorsque le prix a rebondi, il va chercher la résistance. Donc ce sont vraiment des rebonds intéressants et donc c'est un niveau super important. Donc là, le prix rebute un petit peu, il a une forme de congestion sur ce niveau des 3600 $. Il casse à la baisse et donc regardez, dès qu'il le franchit, il le reteste en tant que support avant de remonter. Donc vous voyez là, tout simplement, on a borné le prix et donc on peut enfin faire nos analyses. Donc si le prix ici franchit par le haut le niveau des 4600 $, l'objectif est d'aller chercher les 6000. Par contre, s'il bute ici sur ce niveau-là, eh bien, il ira probablement chercher le niveau des 3600 $. Donc cette analyse, on peut encore plus l'affiner en allant sur des unités de temps plus courtes, l'unité de temps H1 et l'unité de temps H4. Mais ça, c'est ce qu'on va voir donc au fur et à mesure de ce module. Pour le moment, on va juste se contenter de ça. La vidéo, elle est déjà assez longue et je n'ai surtout pas envie non plus de vous donner trop d'informations au risque de vous perdre. Donc si cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses et qu'elle est trop longue, n'hésitez pas à la regarder une deuxième fois. Je vais maintenant vous donner des exercices et on passera sur des unités de temps un peu plus courtes au fur et à mesure de ce module. Donc voilà, on va passer à l'exercice de cette vidéo. Donc l'exercice, c'est très simple, c'est de repérer les supports sur ce graphique. Donc ça, c'est le premier exercice, on va en faire un second juste après, où vous allez devoir repérer les résistances. Donc là, vous avez le graphique du Monero, non pas celui du Bitcoin, mais du Monero en unité de temps daily. Vous devez repérer les niveaux de support suivant les critères qu'on avait vus dans le cours. Donc remémorez-vous bien les différents critères, le nombre de supports à tracer. Et donc je vous laisse tracer les supports, mettre la vidéo en pause quelques secondes pour vous laisser le temps de les visualiser et on passera directement à la correction. Passons maintenant à la correction. Donc finalement les supports, j'espère que vous avez réussi à les trouver. Ils sont finalement très simples à repérer. On avait ici un premier niveau de support. Vous voyez, le prix ne parvient pas à aller en dessous de cette valeur ronde environ des 90 $. Vous voyez, le prix bute ici. Donc il a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il a testé plusieurs fois ce niveau. Donc on a un support. Donc, je vous rappelle la couleur. Les supports sont en vert. Le prochain support se situe ici, vous le voyez, lorsque le prix, suite à cette forte poussée, est venu buter sur le niveau des 450 $, il a testé une première fois ce support, une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, il a testé plusieurs fois en fait. Et ce support, vous voyez qu'on avait déjà eu une mèche ici qui nous avait indiqué la pertinence de ce niveau en tant que résistance. Donc vous voyez ici, donc vous avez le deuxième support, puis le prix casse ce support à la baisse, il vient buter sur ce niveau. Alors ce niveau, il ne sort pas de nulle part, c'est le niveau des 150 $. Et c'est un niveau qui avait déjà ici servi de zone de congestion. Retenez également bien que lorsque vous avez un niveau qui sert de zone de congestion, c'est-à-dire un niveau où le prix se stabilise, eh bien il est fort probable que par la suite, ce niveau devienne support ou résistance. Vous voyez ici par exemple que le prix est monté en ligne droite et ici sur plusieurs bougies il s'est stabilisé, il n'avait pas réussi à faire de plus haut ou de plus bas.
puis le prix est enfin monté et lorsqu'il baisse, eh bien, il se stabilise sur ce niveau de congestion. Donc ici, vous avez un autre support, donc ici notre troisième support qui finalement, vous le voyez, c'est un support qui est pertinent. Pourquoi? Parce qu'il a fait rebondir le prix violemment avant de redescendre et donc là, il a été retesté une troisième fois. Et vous voyez que ce support est d'autant plus pertinent que les points de contact sont équilibrés. La distance entre les deux premiers points de contact est à peu près égale à celle entre les deux derniers points de contact. Vous voyez que ce support est pertinent. Et souvenez-vous également qu'un support gagne en pertinence si sa longueur est importante. Et donc évidemment, ce support-là est beaucoup plus pertinent que ce support-là parce qu'il a une longueur beaucoup moins importante. Regardez, la longueur de celui-là est 2 fois moins importante que la longueur de celui-là. Et également, ce support est moins important que celui-là en termes de longueur, donc en termes de pertinence. Donc par la suite, le prix a un nouveau rebondi, il a cassé à ce moment-là ce niveau de support et donc ici, il nous a dessiné un nouveau niveau de support, donc qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et comme par hasard, ce niveau de support avait déjà servi ici de niveau de résistance. Vous voyez, le prix avait buté sur ce niveau-là, donc en tant que résistance et ce niveau, comme par hasard, coïncide également avec la valeur ronde des 100 $. Vous le voyez, on se situe sur la valeur ronde des 100 $. Alors ici, encore une fois, on ne le voit pas très bien à cause de l'échelle logarithmique, mais si nous étions sur TradingView, vous pourriez le voir avec le curseur, on se situe sur la valeur ronde des 100 $. Donc nous sommes sur la valeur ronde, c'est un niveau de support qui a servi de résistance. Et donc là, on l'a vraiment vu à travers l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure sur le Bitcoin et sur cet exercice sur le Monero, les différents critères du cours à respecter. Donc vous voyez que la plupart du temps, eh bien, tous les critères ne sont pas respectés en même temps. Par contre, ça n'empêche pas un support d'être pertinent. Mais on a également vu que plus vous avez de critères qui sont respectés et plus le support est pertinent. Donc j'espère que ça vous a mieux aidé ces différents exemples à comprendre le cours. Donc je ne vais pas vous laisser comme ça. On va passer directement à un deuxième exercice, mais cette fois pour repérer les résistances. Tout à l'heure, on a repéré les supports sur le Monero. Cette fois-ci, on va repérer les résistances sur l'Ethereum. Donc sur l'ETH USD, je vous laisse repérer les résistances. Je vous laisse mettre quelques instants la vidéo en pause pour repérer et tracer ces niveaux de résistance et on passera à la correction. Passons maintenant à la correction. Donc en fait, c'est assez simple. Là encore une fois, pour tracer vos niveaux de résistance, souvenez-vous, la règle que je vous ai donnée, c'est d'essayer à chaque fois d'en tracer entre 3 et 5 par graphique. Ça ne sert à rien d'en tracer un seul, ça ne sert à rien d'en tracer 10. Regardez, par exemple, c'est ce qu'on a vu sur le Monero, on en avait 4. Cette fois-ci, sur l'Ethereum, on en a 3. Donc ouais, on se situe toujours sur cette règle de entre 3 et 5 par unité de temps. Donc la première résistance, eh bien, vous la voyez, elle est ici. Donc le prix, vous le voyez, il monte, il bute une première fois sur ce niveau-là, une seconde fois, une troisième fois. Ici, on a une bougie d'impulsion et donc le prix confirme la cassure de cette résistance. Donc ici, on a très clairement un signal d'achat. Donc pareil, vous allez voir les critères des signaux d'achat un peu plus tard dans ce module. Mais ici, ce qu'on avait, c'est un magnifique triangle rectangle. Donc ici, on n'a pas la droite de support en bas, mais il faut imaginer ici la droite de support en bas. Et donc ici, on a un magnifique signal d'achat. Donc voici la droite de résistance. Alors j'insiste, c'est vraiment important pour vous de savoir tracer les supports et résistances parce que ça sera vraiment la base de nos signaux d'achat et de nos signaux de vente. Si vous ne les tracez pas correctement, eh bien vous allez avoir des signaux d'achat ou de vente qui ne vont pas être pertinents et qui ne vont pas donner de bons résultats. Donc cette vidéo fait vraiment partie des vidéos les plus importantes de cette masterclass. Alors je sais, elle est un petit peu plus longue que les autres, mais c'est une vidéo vraiment ultra importante. C'est la base de l'analyse technique, c'est la base de notre méthode de savoir correctement placer des niveaux de support et de résistance. Donc là, vous le voyez un petit peu contrairement à avant, on a ici une seule droite qui est tracée. Ce n'est pas une zone de prix, c'est une droite, mais bon, vous pouvez tracer une droite, une zone de prix, il n'y a pas vraiment de préférence. Là, vous le voyez, c'est une zone de prix, ici, vous le voyez, c'est une droite, là également, c'est une droite, donc voilà. C'est vraiment en fonction de comment évolue le prix. Donc, notre deuxième résistance, on la voit ici avec, encore une fois, un magnifique signal d'achat, un triangle rectangle. Donc ici, il faut imaginer le support du triangle rectangle ici. Si vous ne voyez pas encore de quoi je parle, eh bien, vous le comprendrez lorsque vous allez visualiser cette vidéo une deuxième fois. Donc ici, on a un magnifique signal d'achat avec une résistance qui a été testée une fois, deux fois, trois fois. Donc ici, vous avez vraiment une résistance qui est pertinente. Bon, maintenant, je pense que vous avez vraiment compris le mécanisme derrière les supports et résistances. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Ici, on a à nouveau un autre niveau de résistance. Donc, une fois, deux fois. Donc ce niveau est vraiment pertinent. Alors il a été testé que 2 fois. Alors c'est un petit peu moins qu'avant. Alors souvenez-vous, c'est au minimum 2, mais bon, plus vous en avez, mieux c'est. Là, on a vraiment la règle de 2. Alors là, c'est pas 1, mais c'est vraiment 2, parce que si vous en aviez 1, ça n'aurait pas été valable. 2, ça passe encore. Donc là, vous en avez 2. Et pourquoi il est tracé? Parce qu'il se situe sur la valeur ronde des 400 $. Et également, il a été une fois franchi, retesté en tant que support. Une fois et 2 fois. Donc au final, on a 4 points de contact. Si on devait compter les points de contact en tant que support et en tant que résistance. Donc c'est un niveau pertinent qui d'autant plus, eh bien, vous
le voyez, il a une longueur très importante par rapport aux autres niveaux de résistance et les points de contact, vous le voyez, sont équilibrés, ils sont vraiment pertinents parce que lorsque le prix bute dessus, eh bien, il rebondit violemment à la baisse, il ne stagne pas. Donc ce niveau, par exemple, est beaucoup plus important que celui-là, car celui-là, eh bien, la longueur est beaucoup moins importante, les points de contact ne sont pas équilibrés et les rebonds sont plus faibles. Toutefois, ça reste un niveau de résistance valable. Pourquoi? Parce que vous le voyez, le prix bute en dessous et puis il donne un signal d'achat qui fait donc monter le prix de l'Ethereum. Donc voilà concernant ces résistances. Donc j'espère que vous n'avez pas eu de mal à les tracer. Si vous avez encore eu du mal, n'hésitez pas à refaire ces exercices ou tout simplement, ce que je vous suggère maintenant, c'est d'ouvrir votre plateforme TradingView, d'ouvrir des graphiques au hasard de crypto-monnaies en weekly ou en daily. Contentez-vous du daily ou du weekly pour le moment, ça ne sert à rien d'aller en H4 ou en H1. Vous y irez bien plus tard en temps et en heure. Pour le moment, restez en weekly ou en daily et donc entraînez-vous à tracer les différents niveaux de support et de résistance sur différentes crypto-monnaies et voyez si au fur et à mesure du temps, eh bien, ces supports et ces résistances vont gagner en pertinence ou pas. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à la revisualiser si vraiment elle était trop compliquée. Dans la prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus loin. On va voir ce que sont les droites de tendance et comment tracer des droites de tendance pertinentes et non pas des droites de tendance à tout va. Donc des droites de tendance, vous allez voir, c'est très simple. C'est comme des supports et des résistances, sauf que les supports et les résistances, eh bien, ils sont à l'horizontale, alors que des droites de tendance, eh bien, ils vont être de manière oblique, ils vont être pentus. C'est vraiment la seule différence, mis à part quelques petits critères à réajuster. Mais si vous avez déjà compris l'enjeu de cette vidéo, eh bien, la prochaine pour vous sera vraiment très simple à comprendre. Donc nous, on va se retrouver tout de suite dans la prochaine vidéo sur les droites de tendance.